Alors, merci à vous d'être là. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci de vous être déplacés. Et merci également à Emmanuel et Hervé de l'association Culture des Demain de nous recevoir dans cette belle salle avec de belles énergies. Donc, je vais me présenter, vous donner un petit peu de contexte à cet échange que je vous propose aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Cyril. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis professionnellement dans la forme et le bien-être. J'ai commencé ma carrière comme éducateur sportif. J'ai travaillé en cours collectif, j'ai travaillé en accompagnement personnalisé, en France, au Royaume-Uni, en salle et en indépendant. Et au fur et à mesure du développement de mon expérience personnelle et professionnelle, j'ai fait évoluer mon activité en ce que j'appelle aujourd'hui de l'accompagnement forme et bien-être, où je propose une approche assez holistique et pratique de la vitalité au quotidien. Donc, par ailleurs, et dans le cadre de ça, je propose de l'accompagnement personnalisé. J'ai récemment écrit un livret, je publie des articles en ligne, je fais des vidéos sur YouTube et je fais aussi des conférences. À compter d'aujourd'hui, puisque c'est la première conférence aujourd'hui. Du coup, voilà. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, je suis très content d'avoir l'occasion de parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui m'est cher parce que c'est à travers mon expérience personnelle et professionnelle, je vais parler avec vous aujourd'hui de la meilleure réponse que j'ai trouvée à la question « Comment me sentir mieux simplement et davantage comprendre et écouter mon corps au quotidien ?» La réponse à cette question que j'ai trouvée, c'est tout à fait subjectif, mais je pense que c'est partagé. Il s'agit d'un processus vital qui est assez souvent ignoré. Il s'agit de la processus de digestion. Pour beaucoup de gens, la digestion elle est souvent réduite à la notion des intestins et des selles et à pas grand-chose d'autre. Mais dans mon expérience personnelle, au fur et à mesure de mes recherches et de mes expérimentations, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à en dire et que c'était un processus qui avait un potentiel de transformation de l'expérience corporelle vraiment, vraiment puissant, quoi. C'est vraiment, à travers la digestion, j'ai vraiment pour ma part obtenu des résultats très transformateurs au niveau de mon expérience corporelle. Contrôle de la masse musculaire, contrôle de la masse grasse, amélioration de la netteté de la peau, amélioration de l'énergie, amélioration de l'humeur, réduction de tout un tas de tensions, de types de douleurs, amélioration de la clarté d'esprit, amélioration de la relaxation, de la sérénité, etc., etc., pour n'en citer que quelques-uns. Donc à mon sens, il n'est pas nécessaire pour profiter de son corps au quotidien d'avoir une compréhension totale des tenants aboutissants du corps. Il suffit d'avoir une compréhension qui nous permet de naviguer au quotidien, tout simplement, qui nous permet de faire sens des comportements qu'on a et des résultats qu'on obtient avec ces comportements. Et c'est le cœur de l'approche que je propose et c'est le cœur de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Quoi d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal tout ça. Dernier petit point du coup, oui, tout ça c'est basé sur mon expérience personnelle et professionnelle. Donc c'est très subjectif. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience au cœur parce que c'est tiré de mon expérience personnelle professionnelle et c'est pour l'expérience de tout un chacun. Il y a vraiment ce côté tangible. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas le fait de suivre des comportements ou des modes parce que on a entendu dire que ça m'intéresse vraiment. Ce qui fait que moi je garde un comportement ou une habitude, c'est vraiment la tangibilité des résultats que j'obtiens avec ce comportement et cette habitude. Ça pour moi c'est ce qui est responsabilisant, ça c'est ce qui mène à l'autonomie et ça c'est le cœur de ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, tout simplement. Tout commence avec la personne, le sujet. Donc le sujet, hop, le sujet est pourvu d'un corps. Et dans le cadre de cette expérience, le sujet fait l'expérience de ce corps à travers différents axes. Son corps a un certain fonctionnement. Le sujet a une certaine utilisation de ce corps à travers différents axes de comportement que j'appelle des flux vitaux et des comportements eux-mêmes. Le sujet fait l'expérience de résultats et de ressentis qui sont tout aussi subjectifs que ses comportements et que son corps. Le sujet a donc un certain rapport à son corps, une certaine façon de considérer son corps, une certaine image corporelle et une certaine aussi d'un point de vue physiologique, connexion à son corps. Et tous ces différents aspects-là qu'on vient de mentionner, eh bien, ils sont interconnectés. Voilà, ils sont le fonctionnement, influence, utilisation, les résultats, influence, utilisation, la représentation, etc., etc. C'est synergique, c'est en boucle. C'est vraiment des boucles de feedback dans tous les sens. Tous ces aspects sont interconnectés. Métabolisme et vitalité. Donc, on vient de commencer par le sujet. Le sujet est pourvu d'un corps et à ce titre, il fait expérience du corps selon différents axes. Le métabolisme. Alors, le métabolisme, c'est une notion pour moi très intéressante. D'un point de vue, on va dire, définition consacrée, le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques vitales qui se déroulent dans le corps. Moi, j'aime beaucoup cette notion parce que c'est une notion très unifiante. Voilà, si on part du principe que le métabolisme, c'est, on va dire, l'ensemble de ce qui se passe dans le corps et l'ensemble du fonctionnement du corps, déjà, c'est très intéressant parce que, forcément, moins on a de notions dans une théorie, plus la théorie est simple, plus la théorie est facilement applicable. Donc, le métabolisme, c'est une super notion, très englobante, super. Donc, ce métabolisme, il a lui-même trois axes, l'ensemble des réactions chimiques vitales qui se passent dans le corps.
L'anabolisme, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la construction de molécules. Le catabolisme, tout ce qui a trait à la dégradation des molécules, la destruction des molécules. Et enfin, dans le cadre de la construction des molécules et de la destruction des molécules, il y a la gestion des déchets en lien avec ces réactions chimiques. Donc ça veut dire, concrètement, on va rester dans le concret, il n'y a pas de problème. Concrètement, ça veut dire que le métabolisme est responsable par la construction des molécules, il est responsable de la composition corporelle, c'est le métabolisme qui détermine de quoi est fait notre corps, masse musculaire, masse grasse, etc., différents types de tissus. C'est le métabolisme qui détermine également l'énergie qu'on a, dans le cadre de la dégradation des molécules, du catabolisme. Et c'est forcément à travers le métabolisme également qu'on a la gestion des déchets. Voilà, c'est vraiment les trois axes du métabolisme qui déterminent ces trois grands axes de notre expérience corporelle. De quoi notre corps est fait, l'énergie qui fait qu'on peut bouger notre corps effectivement, et la gestion des déchets dans le cadre de toutes ces réactions. Donc il est juste à ce titre, à mon sens, de dire que c'est effectivement le métabolisme qui détermine les résultats, à savoir la vitalité en particulier dont on fait l'expérience avec notre corps. De notre métabolisme découle l'ensemble des résultats corporels dont on fait l'expérience et en particulier la vitalité dont on fait l'expérience. La vitalité elle-même, en termes d'axe, elle a un côté esthétique, elle a un côté structurel et fonctionnel. Donc pour le côté esthétique, on a tendance à désirer ce qu'on appelle la beauté. Pour le côté structurel et fonctionnel, en termes de fonctionnement interne, on a tendance à désirer ce qu'on appelle la santé. En termes de fonctionnement externe, on a tendance à désirer ce qu'on appelle la forme. En termes de ressenti, on a tendance à désirer ce qu'on appelle le bien-être physique au moins. Et enfin, on a également, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du sujet et de son expérience corporelle, l'image corporelle, la façon dont on voit son corps. Ça, c'est un aspect tout aussi important de l'expérience corporelle qu'on peut avoir. Si on n'aime pas trop son corps ou que, voilà, forcément, ça influence après sur les comportements, etc. Métabolisme et vitalité. Et, eh bien, justement, on y arrive. Il se trouve que parmi tous les processus corporels, tous les processus métabolisme, tous les mécanismes du métabolisme, il y en a un qui, à mon sens, est très intéressant, et c'est la digestion. La digestion qui est un processus central du métabolisme. Donc si le métabolisme détermine la vitalité dont on fait expérience avec notre corps, et que la digestion est un processus central du métabolisme, là on commence à avoir la causalité que forcément la digestion, elle va influencer la vitalité dont on fait expérience avec notre corps. On voit la petite étiquette là, j'ai bien mis métabolisme, puisque la digestion fait partie du métabolisme. La digestion, alors on va passer là-dessus rapidement. Le but c'est pas de tomber dans une définition clinique ou quoi, c'est juste pour avoir une vue d'ensemble structurelle de la digestion et d'un point de vue chronologique quant à son fonctionnement. Elle commence dans la bouche avec l'action mécanique des dents et l'action chimique de la salive. Ensuite, il y a l'œsophage qui permet de connecter la bouche à l'estomac. L'estomac qui a pris une action de dégradation des aliments qu'on a ingérés. L'intestin grêle qui fait office d'interface avec le sang, où les aliments qui ont été décomposés en nutriments plus petits peuvent passer dans le sang, ensuite être transportés vers le foie et ensuite être transportés dans l'ensemble du corps. Et enfin, le gros intestin qui fait lui aussi office d'interface et qui termine après avec l'évacuation. Donc la digestion, ce processus essentiel du métabolisme qui détermine la vitalité, cette digestion elle-même, de par sa structure et son fonctionnement, elle détermine notre énergie, elle détermine si ce qu'on consomme est stocké ou bien dégradé en énergie, elle détermine si quand c'est stocké sous forme de muscle ou stocké sous forme de masse grasse, et elle est aussi responsable de l'évacuation. Cette digestion, elle est donc centrale, elle se déroule littéralement au centre du corps, dans l'abdomen. Elle est permanente, à partir du moment où on mange relativement régulièrement, il y a toujours quelque chose en digestion dans notre système, à différentes étapes, selon la façon dont on gère nos repas. Une autre notion qui est importante dans la digestion, et on en parle dès maintenant, c'est le péristatisme. Le péristatisme, c'est la notion de contraction ondulatoire des intestins, en l'occurrence. C'est les intestins, voilà, pour que les matières puissent circuler, pour assurer le transit digestif, le flux digestif, les intestins se contractent régulièrement de façon ondulatoire. Ça, c'est le péristatisme. Ça fait partie de l'aspect mécanique de la digestion. C'est une notion qui n'est pas forcément trop connue. Une notion plus connue, c'est celle du microbiote. Avant, on appelait ça la flore intestinale. C'est l'ensemble des petites bactéries qui sont présentes dans l'intestin grêle et dans le gros intestin et qui aident davantage à décomposer les aliments qu'on a ingérés. Du coup, pour moi, ce sont deux notions clés, péristatisme et microbiote dans la digestion. On va en reparler. Là, on a fini un petit peu sur l'aspect un peu technique. C'est cet aspect, moi j'aime bien dans mon rapport à l'information, quand j'apprends et quand je fais sens de quelque chose, j'aime bien avoir un cadre global qui me permet de faire sens d'un sujet dans lequel après viennent s'insérer des aspects plus pratiques. Donc là, c'était le gros de l'aspect théorique. On va rentrer maintenant dans l'aspect un peu plus précis et un peu plus pratique. Maintenant qu'on a vu le contexte. Cette digestion, donc, elle influence, comme on l'a dit tout à l'heure,
la vitalité et la satisfaction dont on fait l'expérience. Parce que le métabolisme influence les résultats corporels et que la digestion est un processus central du métabolisme, elle influence également la vitalité dont on fait expérience avec notre corps. Et à ce titre, elle influence l'esthétique, la forme, le bien-être et l'image corporelle. Alors, on commence à zoomer un peu plus maintenant qu'on a ce cadre global, métabolisme, vitalité, digestion. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail. On rentre dans le détail de ce que j'appelle, c'est pas que moi qui appelle ça, c'est un terme de naturopathie notamment, les flux vitaux. Les flux vitaux, ce sont des axes de comportement, les axes, oui, des façons globales qu'on a d'utiliser notre corps. Spécifiquement, c'est très simple en fait, c'est l'alimentation par exemple. L'alimentation est un flux vital, un type de comportement qu'on a avec notre corps, c'est l'activité physique, le fait de bouger au sens large, que ce soit marcher, d'être debout là comme moi, le fait de se posturer ou le fait de faire de l'exercice de façon plus dédiée, c'est un flux vital, activité physique. La respiration, un autre flux vital essentiel. L'évacuation, là aussi c'est un flux vital. Le sommeil, un autre flux vital. La relaxation, etc., etc. Tous ces flux vitaux, ces axes comportementaux, au final, de par les comportements qui contiennent et qu'on a selon chacun de ces axes, eux-mêmes, ils influencent notre digestion. L'alimentation, selon ce qu'on mange, j'allais dire, si je dis c'est plus ou moins facile à digérer, c'est un peu vide. Mais oui, effectivement, selon ce qu'on a mangé, selon les types d'aliments qu'on a mangés, les combinaisons alimentaires qu'on a faites dans un repas, selon aussi à quel point on a mâché ou pas, la digestion est influencée par nos comportements, par ce flux vital. L'activité physique, je vous parlais tout à l'heure du péristaltisme, de la contraction des intestins. Le péristaltisme et le transit plus largement, c'est-à-dire le passage des matières dans les intestins, grâce au péristaltisme, est influencé par l'activité physique. Le mouvement externe, comme je le dis souvent, influence et promeut le mouvement interne. Si on bouge, qu'on est actif, qu'on a un mouvement full body de l'ensemble du corps régulier, que ce soit de la marche, une activité physique dédiée, etc., ça favorise le transit, ça influence la digestion. La respiration, pareil, forcément la respiration, on inspire, on expire, on met en mouvement le diaphragme, on met en mouvement le transverse abdominal, tout ça, ça met en mouvement les viscères et ça favorise là aussi le flux digestif, etc., etc. Tous ces flux vitaux et tous les comportements qu'on a sur chacun de ces flux vitaux influencent notre digestion. Et la digestion, on a vu, elle-même détermine l'énergie, le stockage, l'évacuation, elle est centrale, permanente et patati et patata. Et elle-même, la digestion en retour, du coup, elle influence l'esthétique, la forme, le bien-être, l'image corporelle. Là, on commence à mieux cerner la causalité. Là, c'est vraiment, voilà, nos comportements influencent la digestion et la digestion influence notre vitalité, notre satisfaction. Ça, c'est vraiment le cœur de la causalité. On va zoomer encore un petit peu plus. Hop, dans l'aspect flux vitaux notamment, on va zoomer et dans les résultats aussi. On va regarder encore un peu plus précisément, plutôt que juste de parler d'alimentation ou quoi, on va parler concrètement d'exemples, de résultats, de couple, comportement, résultat. Voilà, de causalité, comportement, résultat. Alors, un premier exemple. Hop, la mastication, pouch, elle influence le transit. Effectivement, plus on mâche, plus les matières sont fluides, plus elles sont faciles à mettre en mouvement, plus elles vont voyager facilement dans le système digestif, comme on en a parlé. Non seulement l'œsophage, l'estomac, mais effectivement derrière, a fortiori, j'ai envie de dire, intestin grêle et gros intestin. Boire en dehors des repas, ça c'est quelque chose, là tout ça ce sont des exemples, hein, ce ne sont pas du tout des injonctions, c'est quelque chose d'assez neutre, des comportements que pour ma part je pratique moi-même, que j'ai entre guillemets vérifié par moi-même, et du coup ce sont ce que j'appelle les opportunités. Donc s'il y a un comportement que c'est pas quelque chose que vous faites ou quoi, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de péremption, il n'y a pas d'injonction, c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut, on est sur une présentation d'opportunités possibles. Un comportement du coup, boire en dehors des repas, alors pour moi ça favorise énormément la digestion, parce que quand on boit pendant un repas, tout simplement, ça dilue les contenus de l'estomac, tout simplement. Donc ça dilue les sucs gastriques et ça rend le travail de l'estomac, dans mon expérience, enfin encore une fois je contextualise, beaucoup plus laborieux. C'est beaucoup plus long et ce qui reste dans l'estomac va rester potentiellement beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est vraiment, si on veut favoriser sa digestion, qu'on a la sensation qu'on peut se sentir un petit peu mieux ou quoi, et qu'on a tendance à boire pendant les repas, c'est un axe pour moi à explorer. Essayez de ne pas boire justement pendant les repas. Donc la mastication et boire en dehors des repas, ça peut sembler un peu évident, mais quand on est sur des comportements qu'on fait aussi quotidiennement, à ce moment-là, quand on a un comportement qu'on fait quotidiennement, le moindre petit ajustement de ce comportement peut avoir des grosses répercussions, et du coup en l'occurrence des grosses répercussions positives. Si tout d'un coup on a tendance à marcher qu'environ 10 fois par bouchée et qu'on se met à mâcher 20 fois pour essayer, on a doublé le nombre de mastications. Et comme on mange, à tous les repas on mastique, à ce moment-là les résultats forcément ils ont une grande ampleur. Hop, fibres et eau. Les fibres et l'eau. Alors, la présence de fibres et d'eau dans les aliments, ça aide avec le transit,
ça aide avec l'humeur et la relaxation. Pourquoi? Parce que les fibres, alors il y a deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. Mais on va dire que les fibres, elles ont une action qui est double voire triple. Elles ont tendance à lubrifier les intestins. Elles ont tendance, en se gonflant d'eau, à ramollir les selles. Et en plus, elles ont tendance, grâce à l'eau également, à faire tampon dans l'estomac. C'est-à-dire que grâce aux fibres, ça permet de réguler la satiété. Quand on mange des aliments qui sont riches en fibres, on se retrouve à absorber, entre guillemets, moins de cet aliment et moins de calories. Et là encore, ça va permettre de réguler la vitesse d'absorption des nutriments dans le sang, ça va éviter les pics de fatigue, etc., etc. La présence de fibres et d'eau dans les aliments, ça c'est vraiment un comportement aussi qui est pour moi très transformateur. La différence entre manger des aliments transformés qui souvent ne contiennent ni fibres ni eau et manger des aliments un peu plus bruts, voire crus quand on peut, qui contiennent, souvent qui sont naturellement équilibrés, qui contiennent des fibres et de l'eau, la différence pour moi c'est le jour et la nuit. Et justement on en vient, voilà, privilégier les aliments, ou en tout cas essayer, parce qu'il s'agit encore d'opportunités, essayer de privilégier les aliments complets et crus qui vont avoir tendance à être plus équilibrés, qui n'ont pas été dégradés. Quelque chose que j'aime bien dire, moi une vision que j'ai, qui résulte de l'expérience, c'est que, à mon sens, on va dire dans 90% des cas, on n'améliore pas un aliment en le transformant. Voilà. Peut-être pour la lactofermentation, mais pour ce qui est de la cuisson, ou de broyer quelque chose, etc., de bouillir, voilà, on a cette conception un petit peu, voilà, on fait cuire les choses, ah bah du coup c'est plus digeste. Oui et non, ça dépend des cas. Mais moi, à mon sens, plus l'aliment est brut, de façon générale, plus il est équilibré et du coup potentiellement plus il va faciliter une digestion appropriée. Les combinaisons alimentaires, ça c'est un sujet super intéressant aussi. Pour ça j'ai mis notamment dans les résultats sérénité et clarté d'esprit. Les combinaisons alimentaires, tous les aliments n'ont pas forcément la même vitesse de digestion. Donc quand on a un repas, essayez de pas avoir forcément trop de types d'aliments différents et de rester sur des types d'aliments et de rester sur des types d'aliments dédiés. Par exemple, ok, je vais me faire un repas de fruits par exemple, ou je vais me faire un repas salé, mais je vais pas derrière forcément manger de dessert et de sucre. Dans ces cas-là, on a tendance à avoir un bol alimentaire, à avoir un contenu dans l'estomac qui va être plus focus. Et du coup, l'ensemble des aliments qu'on a consommés vont avoir une vitesse de digestion plus comparable les uns vis-à-vis des autres. Et ça va éviter des gaz, ça va éviter des ballonnements. Et forcément, on va avoir l'esprit plus clair, on va pas avoir ce brouillard mental qu'on a parfois après avoir mangé, quand on a mélangé des choses, y compris quand on a bu aussi pendant le repas, ce qui aussi vient diluer le contenu de l'estomac. Je parlais de choisir entre un repas salé et un repas avec un dessert. Potentiellement, dans le cadre de ces combinaisons alimentaires, un comportement qui à mon sens est très puissant, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est vraiment très puissant, c'est le fait de choisir entre des glucides. Donc les glucides, c'est les sucres rapides, ce qu'on appelle les sucres rapides, et les sucres lents, sucres complexes. D'autres termes pour ces substances-là, c'est aussi les monosaccharides et les polysaccharides. Donc c'est les glucides, c'est ces sucres-là, et les graisses, les lipides. Parce que quand on se retrouve à mélanger les glucides et les graisses dans un même repas, ce qui se passe, c'est que le corps, de façon générale, dans mon expérience là encore, on va dire c'est validé par la science d'un point de vue théorique, le corps, lorsqu'on consomme des glucides et des graisses, il va avoir tendance à privilégier la combustion des glucides. Il va privilégier les glucides, c'est plus facile pour lui à métaboliser, à transformer en énergie que les graisses. Donc si on consomme les deux, il va prendre les glucides, en faire de l'énergie et stocker les graisses. Le principe de ça, c'est ce qu'on appelle la réponse insulinique ou l'anabolisme insulinique. Tout à l'heure, dans le cadre du métabolisme, je vous ai parlé anabolisme, catabolisme, déchets, construction de molécules, stockage, dégradation de molécules, énergie, déchets. Et voilà, quand on prend des glucides et des graisses, les glucides vont avoir tendance à déclencher une réponse anabolique, une réponse de stockage. Où oh, le corps se rend compte, ah bah tiens, j'ai un taux de sucre qui est en train d'être trop élevé, je déclenche une réponse de stockage. Les sucres sont stockés, mais les graisses qui sont présentes dans le sang à ce moment-là sont aussi stockées. Et donc quand on souhaite perdre du poids ou éviter d'en prendre, ça c'est vraiment un super comportement. Essayez de ne pas mélanger les glucides et les graisses. Privilégiez les fruits frais et mûrs. Pourquoi? Parce que les fruits frais et mûrs sont des aliments complets et crus, parce qu'ils sont riches en fibres et en eau. Pourquoi frais? Parce qu'ils n'ont pas été transformés. Pourquoi mûrs? Parce que quand un fruit n'est pas mûr, il n'a pas transformé tous ses glucides complexes en glucides simples. Donc du coup, manger un fruit pas mûr, ça revient un peu à... C'est comme manger du riz quelque part. C'est le même type de sucre qu'il va y avoir dedans, c'est des sucres complexes qui sont beaucoup plus durs à digérer. Si le fruit est mûr, le sucre, qui était à la base complexe, le polysaccharide, la grosse molécule, s'est dégradée elle-même dans le fruit en monosaccharide, en petites molécules de sucre rapide, beaucoup plus facile à ingérer par le corps et beaucoup plus facile à digérer. Donc si vous prenez une banane, qu'elle n'est pas sucrée, qu'elle est râpeuse sur la langue, qu'elle est verte, qu'elle a presque
à mon sens, une mauvaise odeur, c'est parce qu'elle n'a pas mûri. C'est une banane faite d'amidon. Elle n'est pas faite de sucre rapide. Elle n'est pas sucrée d'ailleurs à ce stade-là. Si vous attendez qu'elle soit bien mûre, bien parfumée, relativement molle, à ce moment-là, c'est parfait. Parce que la texture des aliments qu'on ingère, la digestion, c'est un processus vital très puissant, mais c'est pas non plus de la magie. Je veux dire, la texture des aliments qu'on ingère, derrière, il y a des effets mécaniques qui se passent dans le système digestif. Si l'aliment qu'on a ingéré est dur, si on mangeait que des noix par exemple, ou qu'il est très collant, forcément ça a un effet derrière dans le système digestif. Si on mange que du beurre de cacahuète, ce que pour ma part j'ai essayé parce que je voulais voir ce que ça faisait. Pendant une semaine, j'ai mangé tous les jours un pot de beurre de cacahuète. C'est très savoureux, mais je peux vous dire que ça colle aux intestins. Parce que le beurre de cacahuète, ça colle. Et donc c'est pas de la magie. Le fait de le mâcher, c'est super. Le fait qu'il soit dans l'estomac, c'est super. Mais il conserve ses propriétés collantes derrière le beurre de cacahuète. Donc c'est, voilà. Réduction du gluten. Là, pareil, pas de jugement, pas d'injonction, mais dans mon expérience, réduire le gluten, ça aide énormément avec la réduction des douleurs et des tensions. Le gluten, c'est une petite protéine qui est présente dans le blé, notamment le blé, le seigle et l'orge, et aussi après parfois d'autres céréales par contamination. Et le problème du gluten, on va dire contemporain, potentiellement, c'est qu'il a tendance à se coller aux parois de l'intestin et à inflammer les petites tentacules qu'on a dans l'intestin, les petites villosités intestinales de l'intestin grêle, et aussi à inflammer un petit peu les parois du côlon. Et ça peut causer tout un tas de douleurs. Et si ça cause des douleurs et des crispations au niveau des viscères, on parlait tout à l'heure de péristaltisme, les viscères elles bougent. S'il y a des choses qui viennent les inflammer, elles peuvent se contracter, ça crée des tensions. Et si ça crée des tensions dans l'abdomen, la digestion étant centrale, ça crée des tensions dans tout le corps. Parce que dans le corps, on a des fascias, des tissus conjonctifs qui connectent tous les aspects du corps. Si moi j'ai une tension dans l'intestin, cette tension elle peut se répercuter au niveau de mes articulations jusqu'à mon talon. Ça peut causer des douleurs articulaires, et si après on a mal et qu'on se rend pas trop compte qu'on a mal au genou ou quoi, et que ça affecte la façon dont on marche, après ça peut affecter notre hanche, etc. etc. C'est ça l'approche holistique et pratique, c'est vraiment d'essayer d'avoir à la fois les comportements à très bas niveau, très pratiques, d'être dans le concret, mais d'avoir aussi une vue d'ensemble un petit peu plus large des causalités. Et ça c'est un parfait exemple. Réduire le gluten, pour moi, ça aide énormément dans la réduction des douleurs et des tensions, y compris, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au genou ou jusqu'à la cheville, particulièrement pour les gens qui ont mal au dos. Réduire le gluten, ça réduit les crispations du côlon et ça aide beaucoup pour ce qui est des douleurs lombaires, dans mon expérience. La réduction des produits laitiers. Là, dans le petit résultat en bas, j'ai mis netteté de la peau. Pareil, dans mon expérience, les produits laitiers, ils ont tendance un peu à boucher ce qu'on appelle en naturopathie les émonctoires. Les émonctoires dans le corps, ce sont des organes d'élimination. C'est par là que sortent les toxines et les toxiques, à la fois les toxiques qui viennent de l'environnement extérieur et les toxines qui sont les substances fabriquées dans le corps. On a parlé tout à l'heure du métabolisme. Avec la gestion des déchets, voilà, les émonctoires, ils ont ce rôle-là. À titre d'exemple, pour les émonctoires, on a côlon, rectum, on a les poumons, on a les reins, on a le foie, etc., etc. Ce sont des organes d'élimination. Et les produits laitiers, dans mon expérience, c'est pas que moi qui le dis, dans la naturopathie aussi, c'est relativement établi. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier par moi-même. Ça a tendance à encrasser, à boucher un peu les émonctoires. Et forcément, s'ils ont bien encrassé les portes de sortie des toxines et des toxiques, et bien forcément, ils restent à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Potentiellement, ça se manifeste là, encore la peau, c'est purement cosmétique, on va dire. Ça se manifeste notamment au niveau de la peau par des boutons, et voilà. Mais c'est pas qu'au niveau de la peau qu'il se passe des choses. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Toute ma vie d'enfant et de jeune adulte, je ne pouvais pas manger de fruits crus parce que ça me grattait la gorge et ça me grattait à l'intérieur des oreilles. Moi j'ai été voir un allergologue qui m'a dit vous êtes allergique aux fruits crus. Il m'a fait un test, voilà, vous êtes allergique aux fruits crus. Donc j'ai pas pu manger de fruits crus pendant toute ma jeune vie, on va dire. Et puis pour moi c'est vraiment le genre de comportement qui n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour moi que je sois allergique à quelque chose d'aussi fondamental. Et en m'intéressant à tout un tas de choses, ça c'était avant que je ne fasse de la forme et du bien-être mon métier, eh bien je me suis dit je vais essayer de réduire les produits laitiers. J'ai arrêté les produits laitiers et 5 jours après, je pouvais manger des fruits et des légumes crus et j'ai plus jamais eu de problème depuis. Alors que quand j'étais diagnostiqué comme étant allergique aux fruits et aux légumes crus, on m'a fait un programme de désensibilisation à base d'injections mensuelles pendant 4 ans, etc., etc. Juste en arrêtant les produits laitiers, et voilà. Aujourd'hui, je me gave de bananes et Hervé et Emmanuel peuvent en témoigner sans problème. Et c'est un vrai plaisir pour moi. Le jeûne intermittent, ça aussi c'est quelque chose dans lequel je vois beaucoup de valeur. La répartition traditionnelle des repas, on va dire, ou culturelle, de petit déjeuner, potentiellement goûter, dîner, c'est très bien, c'est une façon de faire, ça n'est pas la seule façon de faire. On peut très bien sauter le petit déjeuner. Moi, pour ma part, en principe, j'ai à peu près 2 repas par jour. Et là, tout à l'heure, mon premier repas, je l'ai fait juste avant la conférence. Et j'ai mangé des bananes, justement. Donc voilà, c'était à 5 heures et j'ai pas eu de problème à tenir la journée.
Ça, après, c'est chacun ses habitudes. Tout ça, encore une fois, ce sont juste des possibilités. Mais le jeûne intermittent, ça aide énormément parce que ça permet de ne pas avoir des aliments au même moment à différentes étapes du système digestif. Et ça, ça soulage vachement en fait. Quand on n'a pas quelque chose dans l'estomac, dans la première partie de l'intestin grêle, dans la deuxième partie de l'intestin grêle, au début du côlon, au milieu du côlon, en fin de côlon, quand la différence entre ça et avoir, on va dire, quelque chose que dans l'intestin grêle et quelque chose qui se tient à peu près en dernière partie de côlon, tout de suite, il y a moins de substance, c'est beaucoup plus focus. Le corps, il n'est pas écartelé, le système digestif n'est pas écartelé par toutes ces matières en digestion. Dans mon expérience, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Ça aide également à réguler l'énergie, la glycémie sanguine, le taux de sucre sanguin, etc., etc. Tous ces comportements-là, j'essaie de vous donner une vue d'ensemble tout en étant très pratique. Je vais assez vite parce qu'il y en a tellement et ils sont tous interconnectés et ils ont tous tellement de résultats différents que, bon voilà, on peut faire une conférence sur chacun de ces comportements. La gestion des fringales et des envies, ça c'est un point important, intéressant en tout cas à mes yeux. Souvent, quand je travaille avec des personnes et que je leur suggère d'essayer d'arrêter un aliment, par exemple, ça peut arriver qu'on me dise « Ah oui, mais du coup, quand j'arrête ça, mon corps me le réclame, j'ai des envies. » Alors, quelque chose pour moi qui est intéressant, qui permet de sortir un petit peu de ce paradigme-là, c'est la notion de microbiote dont on a parlé tout à l'heure, de flore intestinale. Le microbiote, il aide à décomposer les matières ingérées, mais le microbiote lui-même vient de ce qu'on a mangé en fait. C'est-à-dire que la flore intestinale qu'on a à un moment donné, elle est liée à ce qu'on mange dans cette fenêtre-là. C'est de là que viennent les bactéries. Donc quand on arrête un aliment donné, les bactéries, qui jusqu'à présent venaient de cet aliment-là, et du coup étaient spécialisées, on va dire, dans la dégradation de cet aliment, elles l'ont plus, donc elles le réclament. Donc on a cette impression que c'est le corps qui réclame. Mais c'est pas le corps qui réclame, c'est le microbiote qui réclame avant de se mettre à jour, de se renouveler et de s'adapter à ce qu'on est en train de manger à ce moment-là. Donc si on est habitué à manger des produits laitiers ou du fromage ou quoi que ce soit d'autre, et j'ai pas de problème, si les gens veulent manger, si tout un chacun veut manger des produits laitiers, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce qu'on arrête un aliment comme ça et qu'on a des envies après que c'est le corps qui réclame. C'est pas le corps, c'est le microbiote. Et si on attend suffisamment, on va se sevrer littéralement de cette substance. Le microbiote va se mettre à jour et on n'aura plus ses envies. Je vais juste aborder ce point-là, parce que c'est vraiment un point important pour moi, cette distinction entre le corps réclame ou le microbiote. Et du coup, si c'est microbiote, ça n'est que temporaire. Un mouvement quotidien et régulier, ça aide avec le transit, le péristaltisme, j'en ai parlé tout à l'heure. La posture, ça aide à dégager les voies respiratoires. Forcément, si on a une posture que j'aime bien décrire, c'est les épaules relâchées, la poitrine haute, le menton relevé. Si on dégage les voies respiratoires, on s'oxygène davantage. Si on s'oxygène davantage, hop, on augmente le seuil du métabolisme, ça augmente l'humeur, ça augmente l'énergie. Et parce qu'on a une respiration plus adéquate, ça aide aussi à mettre en mouvement l'abdomen et ça aide le transit, etc., etc. Là encore, tout un tas d'interconnexions. Respiration abdominale, on y vient là aussi. Si on a tendance à avoir une respiration plutôt abdominale, si quand on respire, c'est le ventre qui avance plutôt que les épaules qui se lèvent, ça veut dire qu'on a une respiration abdominale et que du coup, quand on respire, ce qui est mis en mouvement, c'est l'abdomen. Et si c'est l'abdomen qui est mis en mouvement, c'est la digestion là encore et les matières en digestion qui sont mises en mouvement. Donc je recommande d'essayer la respiration abdominale, aussi appelée parfois respiration diaphragmatique. S'allonger de temps en temps aussi dans la journée, moi ça m'arrive souvent, quand ça peut arriver d'avoir quelque chose où on sent peut-être qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu ou quoi. En s'allongeant, on relâche la pression justement au niveau de la sangle abdominale et en fait ça aide beaucoup à mettre les matières en mouvement. Comme on relâche la pression au niveau des lombaires et au niveau de la sangle abdominale, potentiellement si on a des substances en digestion qui ont tendance un petit peu à avoir du mal à passer, et ben ça aide énormément. Ça aide énormément avec le péristaltisme et le transit intestinal. Les massages aident également avec la digestion et tout un tas de résultats. Massage du ventre, bien sûr, si on veut se masser le ventre pour directement mettre en mouvement les matières. Il y a d'autres types de massages aussi, là encore, en termes de connexion un peu surprenantes. Les massages notamment des yeux, du cuir chevelu ou du visage. Quand on se masse ces parties-là, potentiellement, ça mène instantanément à une sensation de relaxation. Quand on se lave le visage ou qu'on se lave les cheveux, moi, quand je me lave le visage ou les cheveux, je prends vraiment le temps de masser ces parties-là et je sens littéralement le relâchement qui se passe au niveau des intestins. Une raison avancée pour ça, d'un point de vue, on va dire, théorie scientifique admise, c'est la présence du nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui connecte le cerveau, les intestins, la rate, le foie, le pancréas, etc., etc. Donc c'est littéralement une connexion physique qui est admise et qui existe dans le corps et qui connecte aussi le cœur, bien sûr. Le cœur avec les autres organes que je viens de mentionner. Et qui, du coup, connecte tous ces organes. Et ça explique que quand je viens masser mon cuir chevelu, ou mes yeux, ou mon visage, eh bien, instantanément, ça me relaxe parce que le nerf vague est connecté au cœur et donc permet d'abaisser la fréquence cardiaque.
et en même temps, ça relâche aussi mes intestins parce que le nerf vague est connecté aux intestins. On l'appelle aussi le nerf pneumogastrique parfois, le nerf vague. Le sommeil, là encore un comportement qui affecte la digestion et qui en retour affecte la vitalité et la satisfaction. Bien sûr, si on dort, on est plus reposé. J'ai envie de dire c'est presque un lieu commun, mais il n'y a pas que ça. Quand on a suffisamment de sommeil, on est également plus relâché. Et si on est dans un état de relaxation plus profond, là encore une fois, les matières sont mises en mouvement plus facilement. Évacuation et position, ça c'est un point toujours intéressant aussi. Ça va sans dire, on peut difficilement à mon sens parler de digestion sans parler de l'évacuation et spécifiquement de la position qu'on adopte pour l'évacuation. Il y a tout un tas de types de toilettes différentes. Même pour un toilette donné, il y a différentes hauteurs. Selon la pièce, dans la façon dont la pièce est mise, on a plus ou moins de place. Moi, je voyage beaucoup. Parfois, j'étais dans les endroits où les toilettes étaient vraiment pas larges et dans des endroits où les toilettes étaient beaucoup plus larges. Pour moi, la position qu'on a lors de l'évacuation est un facteur biomécanique très important qui peut beaucoup faciliter l'évacuation ou au contraire la rendre beaucoup plus challengeante. Typiquement, à mon sens, si là encore on se remet dans un contexte un petit peu plus peut-être naturel ou en tout cas qu'on prend un peu de recul par rapport au contexte culturel, si on s'imagine dans la forêt, on s'imagine le chasseur ou cueilleur, bon, mais si on a envie d'aller entre guillemets évacuer, la position un peu plus naturelle, c'est le squat. Donc la position, vous avez droit, parce qu'on est en conférence, à une démonstration, la position c'est ça. C'est pas d'être à demi assis et c'est pas d'avoir un pantalon ou des sous-vêtements autour des chevilles qui font que forcément je suis là, parce que du coup là, la position c'est j'ai la place de mettre mes hanches, quoi. Moi quand je vais aux toilettes, depuis que j'ai découvert ça, j'enlève systématiquement la partie basse de mes vêtements pour avoir l'espace d'écarter mes jambes comme je l'entends et potentiellement, si les toilettes sont trop hauts, je surélève mes pieds ou pas pour me rapprocher le plus possible de cette position d'évacuation biomécanique que j'aurais tendance à dire qui est à mon sens plus naturelle et c'est surtout quand on le fait soi-même et qu'on vérifie, on se rend compte qu'effectivement c'est beaucoup plus simple d'évacuer comme ça. Et tout un tas encore de comportements et de résultats connectés. Donc ça c'est l'aspect pratico-pratique de cette présentation. J'essaie toujours, encore une fois, moi quand je partage mon expérience et ce qui à mon sens a de la valeur pour ce sujet-là, d'avoir cette vision globale sur laquelle on a commencé, métabolisme, vitalité et digestion au milieu, et après ce côté pratico-pratique, concret, comment mettre des choses en place au quotidien pour avoir du changement et faire expérience de plus de vitalité. Alors, cette démarche que je viens justement de vous décrire, c'est une démarche que pour ma part, j'appelle la reconnexion digestive. Le nom n'est pas important, c'est juste le nom que je lui donne. La reconnexion digestive, ça correspond justement à prendre en compte au quotidien davantage la digestion et ses causalités. Toutes les causalités qu'on a mises en avant juste avant. Le fait de considérer dans sa journée régulièrement, de se dire « Ah bah tiens, là j'ai un comportement, comment ce comportement va-t-il influencer ma digestion ?» Parce qu'en retour, selon comment il influence ma digestion, je sais que ça va influencer ma vitalité. Ça, c'est la première partie de la reconnexion digestive. La deuxième partie, c'est le fait d'expérimenter avec ces comportements. Si on a la sensation qu'on a de la marge pour faire l'expérience de plus de vitalité au quotidien, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure humeur, d'avoir moins de douleur, etc., etc., on expérimente avec des comportements. Ces deux aspects-là, c'est les deux piliers de ce que j'appelle la reconnexion digestive. Le fait de ne pas complètement ignorer sa digestion, mais d'y penser de temps en temps parce que c'est un processus physiologique fondamental sur lequel on a en fait plein d'influences avec nos comportements. On fait attention, voilà, effectivement, si on souhaite. On peut regarder, s'intéresser un peu plus, ou en tout cas garder en tête le flux vital de l'alimentation, comment on mange, le flux vital de l'activité physique, comment on bouge, le flux vital de la respiration, comment on respire, etc. Et on retombe sur les comportements d'avant qu'on a mentionnés à la slide précédente. Tous ces comportements qui ne sont que des exemples parmi beaucoup d'autres. Cette reconnexion digestive, le fait d'être dans cette attitude de ne pas ignorer la digestion au quotidien, mais au contraire d'y penser un peu, et d'y apporter une certaine attention et d'être dans une démarche de vouloir prendre soin de sa digestion, cette démarche favorise la digestion, surprise, à travers ce que je déterminerai comme étant ce que je qualifierais de 4 piliers, la digestion à travers l'ingestion, le fait d'ingérer bien sûr des matières, l'absorption, la capacité de notre digestion à faire passer les nutriments qu'on a mangés de notre système digestif vers notre sang, parce que c'est pas parce qu'on ingère quelque chose, si ce qu'on ingère, le corps n'est pas en mesure de le dégrader, de casser les aliments qu'on a mangés sous forme de petits nutriments, ces nutriments ne seront jamais absorbés. Donc quelque part ça sert à rien, ils finiront effectivement dans les toilettes. Donc cette partie absorption, c'est pas quelque chose qui est dû ou systématique, c'est pas parce que je l'ai mangé et que ça contient des bonnes choses que ça va finir dans mon sang et que ça va effectivement nourrir mon corps. Il y a l'ingestion, la mastication, etc. Et après, il y a l'absorption. Tout ça, c'est lié, justement, l'absorption est liée à l'ingestion, le fait d'avoir bien mâché. Elle est liée aussi, on va dire, à la santé du microbiote. Si on a des intestins qui sont plus inflammés,
ça va être plus compliqué au niveau de l'absorption. Troisième pilier, c'est la circulation, comme on l'a dit à de multiples reprises. Le transit, le flux digestif, le péristaltisme, tout ça, c'est des notions qui fonctionnent ensemble. Troisième pilier de la digestion, donc la circulation. Et quatrième et dernier pilier, comme on l'a dit, l'évacuation. Une fois qu'on a mangé, que le corps a récupéré ce qu'il avait récupéré dans notre bol alimentaire, et bien à ce moment-là, hop, on n'a plus besoin du reste, évacuation. Ces 4 piliers de la digestion, si on est en mesure de les garder en tête, là aussi pour moi, ça aide énormément à faire sens des résultats qu'on obtient avec notre corps en relation avec nos comportements quotidiens. Et en retour, la digestion soutient donc notre vitalité et satisfaction à travers tout un tas de résultats qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et pas juste des résultats corporels, comme vous l'avez remarqué, mais aussi des résultats perceptifs. Quand la digestion est en mesure d'affecter notre humeur, notre relaxation, notre sérénité, notre clarté mentale, et même les douleurs éventuellement qu'on a, on se rend compte que ce n'est pas juste des résultats structurels, c'est aussi des résultats perceptifs. Et hop, on a une jolie synergie en retour. Forcément, quand on a des résultats agréables, ça a tendance à nous donner envie de continuer à rester dans cette boucle positive. Moi, j'adore les bananes parce que quand je mange une banane, j'ai aucune raison de regretter d'avoir mangé cette banane derrière. Cette banane, elle me fait, entre guillemets, que du bien. En tout cas, j'ai jamais, à l'heure actuelle, détecté de problème à manger une banane. Je suis très content. J'apprécie l'expérience de dégustation et j'apprécie toute la causalité qui s'ensuit derrière. Le fait que c'est des fibres, de l'eau, que ça aide ma digestion, que je me sente léger, que ça me donne de l'énergie pour m'exercer, etc., etc. Alors, là, on en arrive à un point où forcément, j'ai bien palabré. Et là, on peut se dire de façon légitime, il est bien gentil ce petit jeune avec son chapeau, mais si tout ça c'est vrai et que la digestion c'est si cool et si vital, entre guillemets, comment ça se fait que ce soit pas un petit peu plus connu, un petit peu plus commun? Comment ça se fait que de façon culturelle, on n'ait pas tendance à faire plus attention à notre digestion? Ce à quoi je répondrai que c'est une question tout à fait légitime, parce que du coup, forcément, voilà, pourquoi, si c'est si bien que ça, est-ce qu'on ne le sait pas davantage? Ça, du coup, c'est ma réponse à cette question. Ça n'engage que moi, à vous de voir si ça vous parle ou pas. C'est ce que j'appelle l'effet anesthésiant. J'ai parlé de reconnexion digestive juste avant, la démarche de prendre soin de sa digestion pour être mieux dans son corps au quotidien. Ça, c'est l'inverse, presque, on pourrait dire, c'est l'effet anesthésiant. Alors, cet effet anesthésiant, voilà, l'attitude de déconnexion digestive. On ne fait pas forcément attention à sa digestion. Première raison, indifférence culturelle pour la digestion. De façon culturelle, sans jugement vis-à-vis de qui que ce soit, moi, dans le foyer où j'ai grandi, la digestion, c'était, comme je l'ai dit en introduction de cette conférence, c'était les intestins et les selles et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre, on m'a rien appris d'autre et je n'avais pas pour ma part d'autres conceptions de la digestion que ça. Donc pour ma part, quasiment aucune conception des causalités de la digestion, des tenants aboutissants de la digestion. Cette indifférence culturelle, c'était pas que chez moi, je sais que culturellement, voilà, effectivement, c'est assez répandu. Première raison du coup de la déconnexion digestive, indifférence culturelle pour la digestion. Deuxième tendance, la suppression du ressenti. Là aussi, tendance un peu culturelle. J'ai mal quelque part, hop, je fais taire la douleur, quelle que soit la façon. Plutôt que de me poser la question de la causalité de cette douleur, pourquoi j'ai mal, comment je fais pour enlever la douleur à sa cause? Et ben non, direct, on est dans justement dans l'effet anesthésiant, littéralement, on enlève la sensation analgique, antalgique, ou analgésique. Voilà, on enlève la douleur sans se poser la question. Suppression du ressenti, de la douleur en particulier, du ressenti au sens large. L'utilisation potentielle de stimulants et de substances, quand on consomme, là encore une fois, pas de jugement ou quoi que ce soit, c'est assez factuel, quand on consomme des substances comme du café, du chocolat, de l'alcool, etc., ce sont des substances qui ont un effet stimulant et qui affectent notre perception d'une façon ou d'une autre. Il y a des effets antalgiques, il y a des effets de stimulation, etc., etc. Et si on affecte notre ressenti, la façon dont on se sent, ça brouille les connexions entre ce que j'ai fait et les résultats que j'ai derrière. Si je suis fatigué parce que je dors pas, mais que je prends du café et que j'ai plus la sensation de sommeil, j'ai brouillé les connexions en fait. Ah, j'ai la méga pêche, mais en fait non, le corps il a pas la méga pêche. Et si là je vais m'exercer, il y a des chances que je me fasse une tendinite, un truc ou un machin, parce que même si je me sens plus fatigué, le corps lui il est fatigué à ce moment-là. Donc là, faux mouvement, etc., etc. Ça c'est un exemple tout simple. Il y a encore une fois pas de problème au fait de boire du café. C'est juste cette tendance-là à consommer des choses qui brouillent le ressenti de notre corps. Cette déconnexion digestive, du coup, elle est semi-consciente, on s'en rend pas forcément compte, et elle est un peu croissante. Plus on a tendance à avoir ces comportements-là, plus ça va, moins ça va, quoi. Plus on est déconnecté de notre corps, plus on est déconnecté de notre corps, parce que du coup, si on n'est plus connecté aux signaux que notre corps nous donne, voilà, ça va de mal en pis, littéralement. Ça provoque ce que j'appelle du coup une déconnexion du corps. Donc là, on est dans le domaine de la... Je vais utiliser mon super pointeur. Tac. On est dans le domaine de la perception, déconnexion du corps. Et quatrième pilier du coup,
c'est une certaine anesthésie physiologique. Là, c'est pareil, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, de la même façon que lorsqu'on est dans une pièce, par exemple, et qu'il y a une certaine odeur, au bout d'un moment, on ne sent plus l'odeur, tout simplement. Mais pour le corps, au niveau de la digestion, c'est pareil. Au bout d'un moment, quand les intestins sont inflammés en permanence, et bien tout simplement, la douleur, elle passe en fond et on la sent beaucoup moins. On passe d'une douleur aiguë à quelque chose qui est beaucoup plus chronique et ben, on se rend plus forcément compte que c'est de là que vient le problème en fait. Et ben ça, du coup, c'est un autre signal que le corps nous donne, mais qui est brouillé. C'est ce que j'appelle l'anesthésie physiologique. Et enfin, le métabolisme ignoré. Pas juste le fait d'avoir une certaine indifférence pour sa digestion, mais plus largement d'ignorer le métabolisme. C'est pour ça que j'ai commencé cette conférence en disant la première notion, c'est métabolisme. Pour moi, c'est une notion qui cadre très bien la chose et qui est très unifiante. Là encore, si on ne prend pas un tant soit peu encore en compte cette notion de métabolisme et de fonctionnement des tenants aboutissants de notre corps au sens large, on est un petit peu en état de déconnexion vis-à-vis de ce corps qu'on habite au quotidien. Cette déconnexion est donc physiologique parce qu'il y a cette anesthésie physiologique et elle est aussi rationnelle parce que si rationnellement, mentalement, on ignore le métabolisme et le corps et ses causalités, il y a une composante rationnelle à cette déconnexion du corps. Et là, elle aussi, au même titre que la déconnexion digestive du dessus, elle a tendance à être croissante. Plus on fait abstraction de son corps, plus on fait abstraction de son corps. Et ça, en retour, à son tour, ça provoque ce que j'appelle l'effet anesthésiant dans sa globalité. L'effet anesthésiant, du coup, les résultats, là où sur les slides précédentes, en jaune, on avait tout ce qui avait trait à la vitalité, ben là, quand on est dans une démarche d'effet anesthésiant parce qu'on a une déconnexion digestive qui mène à une déconnexion du corps, et bien là, en retour, ça mène à, au lieu d'avoir de la vitalité et de la satisfaction, ça mène plutôt à de la confusion et de la frustration. On comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, on a mal au dos, on a mal à la tête, on a mal ici, on a mal là, parce que du coup, les connexions entre comportement, digestion et résultats sont brouillés. On n'arrive pas à en faire sens mentalement et même physiologiquement. Confusion et frustration donc. On a donc, au lieu d'avoir de la vitalité et de la satisfaction, on a de l'insatisfaction et on a même des synergies négatives. Quand je parlais de la banane tout à l'heure, moi quand je mange ma banane, je suis content de la manger, derrière elle aide ma digestion et elle me donne envie de m'exercer, ça c'est une synergie positive. Banane qui mène à l'exercice qui va après aider avec la respiration qui mène à ceci, etc., etc. Ça, ce sont des synergies positives. Avec l'effet anesthésiant, on a malheureusement des synergies négatives, où en fait, parce qu'on est dans l'insatisfaction, potentiellement la douleur de fond et la confusion, on a à nouveau recours à ces mêmes comportements, sans trop s'en rendre compte, pour essayer d'anesthésier justement ces ressentis-là en fait. Donc l'exemple classique, c'est de se venger sur la nourriture. Je me sens pas forcément bien ou quoi. Parfois même, je suis fatigué, mais je me rends pas compte que c'est de sommeil dont j'ai besoin. Je sens que j'ai envie de quelque chose. Je souhaite du coup une sorte de résolution rapide à ce manque que je ressens mais que je n'arrive pas à articuler, qui est en l'occurrence un manque de sommeil, et crac, je vais manger. Et du coup, je me venge sur la nourriture, et bien si c'est de sommeil dont j'ai besoin, c'est pas de manger qui va solutionner la chose. Donc ce sont des synergies plutôt négatives. Et là, en retour, au lieu d'avoir du transit et du flux digestif, on a des résultats qui sont de type constipation, humeur instable, des douleurs diverses et variées. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de tension au niveau de l'abdomen, de tension au niveau des intestins qui, par les fascias, peuvent répercuter ça dans le genou, puis dans la cheville, puis sur la posture, puis sur la démarche, et même sans aller jusque-là au niveau des lombaires. Voilà, les tensions, ça communique dans le corps. Les fringages, j'en parlais tout à l'heure par rapport au microbiote qui n'est pas forcément... qui va réclamer des choses qu'on lui a donné à la base et c'est là d'où il vient. Si on a effectivement tendance à consommer des aliments qui ne sont pas toujours bons pour nous, le microbiote vient de ces aliments-là, il va réclamer ces mêmes aliments-là. Des ballonnements, de la stressabilité, c'est un néologisme en l'occurrence, mais ça illustre bien mon propos, contrairement à la sérénité, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'effet anesthésiant, c'est un peu l'opposé de la reconnexion digestive qu'on avait juste avant. Mais grâce, et effectivement là encore, synergie négative, les effets négatifs qui renforcent les comportements. Quand je parle d'effets et de comportements négatifs, c'est pas un jugement, c'est un positionnement subjectif, c'est-à-dire c'est subjectivement une personne va trouver que ce résultat-là est négatif pour elle. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est ok, quand on se sent pas bien, on a une perception négative du résultat. Donc du coup, la reconnexion digestive, elle permet de solutionner, c'est une façon de solutionner, de résoudre, de diminuer l'effet anesthésiant à travers la reconnexion au corps. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, la reconnexion digestive, une approche qui est délibérée, une approche qui est progressive et libre, il n'y a pas de pression, c'est que des opportunités. Cette reconnexion digestive, elle favorise la reconnexion au corps. À travers les sensations corporelles et le ressenti, on parlait tout à l'heure, c'était à quelques slides où je vous ai dit, voilà, on se rend compte que les résultats de la digestion sont à la fois corporels
mais aussi sont perceptifs. Ces résultats sont liés au ressenti. Quand on parle d'humeur, d'absence de douleur ou de réduction de douleur, quand on parle de relaxation, quand on parle de clarté d'esprit, ce sont des résultats perceptifs qui ont trait au ressenti. Donc quand on a tendance à clarifier un peu notre système et à mieux détecter ces sensations-là, on augmente notre reconnexion au corps, c'est le côté physiologique de la reconnexion au corps. Et également, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue mental, d'un point de vue image corporelle, relation qu'on a au corps, on augmente notre compréhension du corps et des causalités dont on parle depuis tout à l'heure. Hop, cette reconnexion au corps est donc physiologique, également rationnelle et également progressive. Et cette reconnexion au corps permet, en retour, de naviguer avec le corps. Là où on a de la confusion dans le cadre de l'effet anesthésiant, avec la navigation par le corps, on est en mesure de façon plus délibérée, plus clairement, de soutenir consciemment notre digestion et notre métabolisme. Là, je vais manger ça parce que je sais que ça va aider ma digestion. Là, je vais me poser 5 minutes, je vais m'asseoir, je vais respirer, je vais mettre ma main sur mon ventre, faire de la respiration abdominale parce que je sais que ça va m'aider à me relaxer, ça va m'aider à augmenter le seuil de mon métabolisme, ça va m'aider à mieux digérer, à mettre en mouvement les matières que j'ai dans mon système. C'est cet aspect délibéré. Exactement ce que je viens de décrire, on est en mesure d'ajuster nos comportements en temps réel, selon le ressenti en temps réel, parce qu'on arrive à en faire sens. On comprend pourquoi on se sent comme on se sent et comment on peut y remédier. Et avec cette navigation par le corps, on fait l'expérience de davantage de vitalité et de satisfaction. Et ça, on en a déjà parlé, voilà, les différents paramètres de l'expérience corporelle et la vitalité résultante. Et en retour, une synergie positive là encore. Si on est en mesure de naviguer avec le corps parce qu'on comprend mieux ce qu'on ressent et qu'on sait mieux comment adapter nos comportements selon ce qu'on ressent, alors hop, on revient à la reconnexion digestive et c'est une boucle synergique vertueuse et agréable subjectivement. Hop, reconnexion digestive. Là, je vais juste donner quelques petits détails en plus pour ce qui est de l'approche expérimentation de comportement. On a pas mal parlé des comportements tout à l'heure, j'ai donné plein d'exemples. Quand on souhaite effectivement expérimenter pour explorer sa digestion et explorer les connexions entre sa digestion et sa vitalité personnelle, d'un point de vue subjectif, voilà quelques petites recommandations que j'ai de façon supplémentaire. Comportement, en termes d'expérimentation, on peut arrêter un comportement qu'on a pendant quelques jours. Par exemple, si je veux réduire le gluten, bon, mettons que je mange, avant que j'arrête de manger du gluten, en fait, c'est très intéressant là aussi, on se rend compte avec un tout petit peu de recul que le gluten et les produits laitiers, en tout cas pour ma part, moi j'en ai mangé, jusqu'à ce que je fus jeune adulte, j'en ai mangé à chaque repas de toute ma vie. J'en avais mangé à chaque repas de toute ma vie, y compris à partir de la bouillie qu'on donne aux bébés. Que moi, de la blédine, que moi, sans vouloir citer de marque, que moi je continue à manger en tant qu'adulte parce que j'aimais bien ça d'ailleurs. Donc je continue moi à manger de la blédine. Donc ça commence par la blédine, et de tout ça jusqu'à l'âge adulte, et ben potentiellement le gluten et les produits laitiers sont présents à chaque repas. C'est pas grave, c'est pas un souci, chacun gère les choses comme il veut, mais forcément si on a quelque chose qui est présent à chaque repas et que on essaie d'arrêter pour voir ce que ça donne pendant ne serait-ce que 2-3 jours, forcément il y a des résultats. Le contraste est tel entre manger du gluten parce qu'on a du pain, des pâtes, de la pâte à pizza, etc., entre en avoir 3 fois par jour, tous les jours pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans et arrêter pendant 3 jours complètement, forcément il y a des résultats, forcément il y a un contraste. Si on est en mesure d'arrêter pendant une semaine, il y a d'autant plus de contraste. Et si après ça, on reprend pour encore une fois voir, parce que toute expérience c'est bon à prendre. Moi j'ai pas arrêté le gluten du jour au lendemain, j'ai fait un va-et-vient, j'ai beaucoup essayé, mais ça m'a permis de bien faire sens des tenants aboutissants de ce que ça faisait sur mon corps que de consommer du gluten en fait. J'ai tellement essayé, voilà, le contraste il est clair après. Et là, une fois qu'on a bien arrêté, bien repris, etc., on est clair, on peut faire un choix délibéré. Ce choix, il est subjectif, il est ni bien ni mal, mais c'est nous qui l'avons fait pour nous en pleine conscience. Et on ne peut pas demander mieux pour le coup. On ne peut pas demander mieux que de savoir et de choisir. C'est littéralement la liberté éclairée. Donc quand on souhaite essayer un nouveau comportement, on en prend un nouveau. Par exemple, je vais me mettre à manger des bananes plus mûres. On en arrête un qu'on a déjà. Par exemple, je vais réduire le gluten. Et on fait ça pendant 2-3 jours parce que les résultats sont super rapides et super tangibles. Le corps a une telle capacité d'adaptation, une telle réactivité, notamment grâce à la digestion, qu'on peut avoir des résultats très rapidement quand on prête un tant soit peu attention. Si déjà on a un petit coup de mou et qu'on se pose et qu'on réajuste sa respiration, déjà on a des résultats instantanément. Si on prend un repas et que dans ce repas-là, on n'a pas mélangé les sucres et les graisses, on va pas avoir le même coup de barre que si on l'avait fait. Ça, c'est des résultats qui sont quasi instantanés. Si on réduit le gluten et les produits laitiers pendant 1, 2, 3 jours, voire plus, si on y arrive, sans pression, pareil, les résultats, ils sont là, d'une façon ou d'une autre. Libre à nous après de les ignorer ou pas, de reprendre nos habitudes d'avant, ou de continuer à explorer les nouvelles, mais au moins les résultats, ils sont rapides et tangibles. C'est ce qui permet l'expérimentation.
Cette expérimentation, donc, elle se fait selon les différents flux vitaux, si on souhaite. Je vais expérimenter avec mon alimentation, je vais expérimenter avec mon activité physique, je vais expérimenter avec mon sommeil, je vais expérimenter avec mon évacuation, etc., etc. On peut également garder en tête les 4 piliers que j'ai mentionnés tout à l'heure de la digestion. 4 piliers que sont l'ingestion, l'absorption, la circulation et l'évacuation. Ça aide à faire sens là aussi des comportements. Là, je suis sur le point de manger du beurre de cacahuète. Bon, effectivement, ça va être savoureux, je vais trouver ça savoureux, mais je sais que ça va pas forcément trop aider à mon absorption et que ça va pas forcément trop aider à ma circulation digestive et à mon évacuation. Mais je le fais en pleine conscience. J'assume, il n'y a pas de souci. Si derrière ça colle un peu, je saurai pourquoi. Je ne serai pas dans la confusion et la frustration de « Ah, je me sens pas bien, je comprends pas pourquoi ». Voilà. Et ça donne effectivement, évidemment, du recul. Et ça, c'est très précieux aussi parce que c'est tout bête, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc il y a des fois, quand on a eu un comportement toute sa vie, et on n'a pas le recul sur ce que c'est que de ne pas avoir ce comportement. Et ça, c'est super précieux de gagner ce recul. Et ça permet également d'assumer sa subjectivité, comme je le dis tout au long de cette conférence. Le troisième pilier, alors vous inquiétez pas, si vous voulez ce deck, je peux vous le faire suivre. Mais le troisième, avec plaisir, mais par email. Mais le troisième pilier, c'est la circulation. Ingestion, absorption, circulation, donc transit, on va dire, flux digestif et évacuation. Je vous ferai suivre ce deck si vous le souhaitez, avec plaisir. Cette reconnexion digestive, cette expérimentation dans le cadre de la reconnexion digestive, elle est de plus en plus facile parce qu'on fait de plus en plus sens des causalités, comportement, digestion, résultat. On comprend de plus en plus, on a comme un lexique de causalité qui nous parle, qui nous font sens subjectivement et donc c'est de plus en plus facile. Par ailleurs, on est de plus en plus connecté à son corps en termes de sensations, donc là aussi c'est de plus en plus facile. Et encore une fois, c'est libre, ce ne sont que des opportunités, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de... Voilà, chacun fait comme il ou elle le souhaite. Cette reconnexion digestive mène à la reconnexion du corps, comme on l'a dit tout à l'heure, qui en retour permet cette navigation par le corps, ce que j'appelle la boussole digestive. Quand on a conscience des causalités de nos résultats, on est en mesure de naviguer plus directement et quand on est connecté à notre ressenti en temps réel, que le ressenti n'est pas brouillé par des antidouleurs ou des stimulants ou des choses comme ça, ou qu'il l'est moins, et bien tout simplement on est en mesure de, là encore une fois, mieux naviguer avec cette boussole digestive qui correspond à l'ensemble des sensations que la digestion nous donne, qui sont des informations qu'on peut utiliser pour affiner tout simplement en temps réel notre digestion. Si je sens que ça bloque un peu, je peux m'allonger, je peux respirer, je peux aller bouger un petit peu, etc., etc. Ça va débloquer tout ça. Si je sens que ça bloque et que je ne sais pas ce que je peux faire à part prendre un médicament ou un suppositoire à la glycérine pour essayer que ça sorte, ponctuellement ça marchera, mais j'aurais pas fait sens de la causalité en fait. Voilà. Et cette boussole digestive, elle est subjective et progressive là aussi. On est de plus en plus en phase avec notre corps et on comprend de mieux en mieux ce qui se passe. Ça nous permet d'accéder à ce que j'appelle l'équilibre personnel. C'est pas un équilibre qui consiste à avoir un peu de tout ou toutes les choses en quantité égale. Cet équilibre personnel, c'est l'équilibre subjectif qui est l'équilibre entre la satisfaction des résultats et la satisfaction des comportements. On n'a pas à choisir, on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans le sacrifice, on n'est pas dans la culpabilité. On a des comportements qui nous plaisent et derrière une causalité de résultats qui nous plaisent également. On revient à l'exemple de la banane. Je mange ma banane, je suis content de la manger, j'ai aucune raison, moi personnellement, de regretter d'avoir mangé ma banane. Voilà, ça c'est l'équilibre personnel. Je m'exerce, j'ai aucune raison de regretter de m'être exercé. Je me suis fait plaisir en m'exerçant parce que je sais ce qui me plaît personnellement, parce que j'ai suffisamment essayé par le passé, et toute la causalité qui s'ensuit, c'est que des choses qui sont bonnes pour moi, je suis content. Je suis dans l'équilibre entre satisfaction des comportements et satisfaction des résultats, et je suis sorti de la notion de restriction, de discipline et de sacrifice. Ça c'est l'équilibre personnel. Un équilibre authentique et durable, parce que forcément, à mon sens, à un moment donné, la discipline, la restriction, tout ça, ça craque, dans mon expérience personnelle. Et voilà, encore une fois, une synergie. Bon, eh ben on y est arrivé, c'est pas mal. Du coup, voilà pour ça, on arrive à la conclusion de cette petite présentation. Ah, c'est un peu dur là, le vendredi soir, là, on est bien là, il fait chaud, il fait pas trop, c'est bien, on est pas mal. Du coup, voilà, pour ce qui est de cette présentation. Alors, en termes de conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Je récapitule rapidement. On a vu des comportements très concrets, à ce que j'appelle à bas niveau, des exemples de comportements très concrets, mastication, réduction de gluten et patati et patata, les aliments crus, non transformés, complets, patati patata, tous ces exemples de résultats, de comportements pardon, et de causalité, digestion, résultats associés à ces comportements. On a vu ça. On a vu une façon d'appréhender le fonctionnement du corps à travers les notions de flux vitaux, de métabolisme et notamment la digestion.
et la vitalité que ça donne derrière, esthétique, forme, bien-être. Donc ça, c'est une façon d'envisager le fonctionnement du corps, ça n'est clairement pas la seule, ça en est une. Et on a également vu comment, d'un point de vue concret, essayer de reconnecter justement avec notre digestion pour pouvoir faire l'expérience d'une vitalité plus importante au quotidien, avec les petits conseils pour l'expérimentation. On arrête un comportement pendant 2-3 jours, on ne se met pas la pression, etc. etc. On a donc ces 3 axes-là qu'on a vus. À la lumière de ça, on se rend compte que la digestion, du coup, à mon sens, est un processus central et essentiel. Elle relie le microscopique à l'observable. Elle est au carrefour des comportements et des résultats. Elle est au carrefour des processus vitaux, au centre du métabolisme, etc. etc. Et c'est parce que c'est un processus central que le fait d'en prendre soin est si puissant. Si on a un processus aussi central et essentiel et qu'on en prend un tout petit peu plus soin qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, forcément, on a tout à y gagner. C'est presque parce qu'elle est aussi centrale et aussi essentielle que ce que j'appelle la reconnexion digestive est aussi puissante. La digestion est centrale et donc les résultats sont rapides et tangibles. Avec des résultats rapides et tangibles, on fait sens de ce qui nous arrive, on fait sens des résultats qu'on a, on n'est pas dans la restriction, on n'est pas dans le sacrifice. Le choix est au centre de ce qu'on fait et ça, c'est responsabilisant. C'est parce que la digestion est centrale que finalement, grâce à cette notion relativement simple de digestion, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais je vous ai mentionné que la digestion, je ne vous ai pas parlé de dizaines de processus physiologiques. Il n'y a pas besoin d'avoir un thésaurus pour pouvoir comprendre un tant soit peu ou faire sens de comment son corps fonctionne. Parce que la digestion est centrale, quand on s'occupe d'elle spécifiquement, on a beaucoup à gagner. Il n'y a pas forcément besoin de s'inquiéter de trop d'autres choses par rapport au corps. On n'a pas besoin de se farcir 30 bouquins sur le fonctionnement du corps, etc. etc. C'est parce qu'elle est centrale que s'en occuper de cette façon-là permet de façon simple de faire sens des expériences qu'on a avec son corps. Et enfin, c'est parce que la digestion est centrale et essentielle qu'on a tous les jours la possibilité de finalement faire ce choix, relativement simple pour sa vitalité, de prendre un peu plus soin de sa digestion. Ça nous donne un point focal. Plutôt là encore de s'occuper de 30 ou 40 notions différentes, on se dit ok, je vais essayer de prendre soin de ma digestion et je vais voir ce qui se passe. Et quand on fait ça, parce qu'elle est centrale encore une fois, ça aide énormément et on fait l'expérience de tout un tas de résultats. Ça, c'est juste la récapitulation. Reconnexion digestive, on fait attention à sa digestion, ça favorise la reconnexion au corps, ça favorise la boussole digestive et ça favorise l'équilibre personnel. Voilà, ça c'est l'approche que moi personnellement je suis, que je propose, que je trouve encore une fois simple, unifiante et puissante. Et à ce jour, j'en ai pour ma part, même si je reste ouvert tout à fait à plein de choses, j'en ai pour ma part pas trouvé qui soit aussi simple et aussi puissante, qui ait un impact au quotidien aussi important et qui ait un potentiel de transformation pour notre vitalité aussi important. Et à mon sens, améliorer sa digestion, c'est améliorer sa vitalité. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.